Le gouvernement vient de prendre la parole, on l'écoute en direct. Lourd, avec des enjeux et pour notre pays des réformes importantes qu'il projette d'ailleurs dans les années à venir. C'est ce que a répété le président de la République. On a donc eu la présentation d'abord par Marisol Touraine du projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale pour 2014. C'est le pendant de ce qui avait été fait pour la loi de finances rectificative. C'est l'axe, la poursuite bien sûr et la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, avec des baisses du coût du travail ciblées sur les bas salaires jusqu'à 1,6 fois le SMIC, qui complète le crédit d'impôt compétitivité emploi et qui représentera près de 4,5 milliards en 2015. Taux d'allègement harmonisé entre les entreprises de moins de 20 salariés et de plus de 20 salariés. Et puis, objectif, atteindre le zéro cotisation URSSAF au niveau du SMIC dès les paiements des cotisations au titre des salaires en janvier 2015. Ça, c'était l'engagement présenté par le Premier ministre et qui se concrétise dans cette loi de finances rectificative pour la sécurité sociale. Les cotisations aussi travailleurs indépendants et exploitants agricoles, réduites de 3,1 points par cotisant, dont les revenus sont inférieurs à 41 000 €. Ça concernera, je le dis, et c'est important, 90% des artisans, 90% des commerçants, 65% des professionnels libéraux, environ 50% des entrepreneurs relevant du régime micro-social et plus de 95% des non-salariés agricoles. La contribution sociale de solidarité des sociétés, fameuse C3S, entamera sa baisse dès 2015 avec la suppression prévue pour toutes les entreprises à horizon de 2017. L'abattement permettra aux 2/3 des 300 000 redevables d'être totalement exonérés dès 2015. Totalité, et ça c'est important, c'est un axe sur cette question de la C3S, totalité et premier élément d'abord pour les très petites entreprises et pour près de la moitié des PME de notre pays, dès lors que leur chiffre d'affaires est inférieur à 3 250 000 €. Les cotisations salariales diminueront aussi, alors, dès le 1er janvier 2015 pour les salariés percevant jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Ça, c'est une mesure directe de pouvoir d'achat, vous le savez, qui avait été décidée, là aussi, et présentée par le Premier ministre. C'est en moyenne 500 € de plus par an pour quelqu'un au niveau du SMIC. Sur l'impact sur la sécurité de ces mesures, sur la sécurité sociale de ces mesures, sont intégralement compensées et les modalités définies dans la loi de finances pour 2015. Ce projet aussi de loi de finances rectificative pour la sécurité sociale contribue aussi au programme d'économie pour la sécurité sociale. Je rappelle qu'en 2011, et ça c'est des chiffres qu'il faut retenir, on avait un déficit de la sécurité sociale de plus de 21 milliards d'euros. Que l'objectif, c'est d'atteindre, et que ce déficit atteindra 13,3 milliards en 2014. Et avec un objectif en 2015 de 8,9 milliards pour 2015. On est passé de 21 milliards à un objectif atteint aujourd'hui en 2014 de 13,3 milliards et pour 2015, 8,9 milliards. L'effort qui est fait dans la réduction de ce déficit de la sécurité sociale se fait sans remettre en cause ni le modèle social et ni surtout l'accès à la santé pour les Français. Il n'y a pas eu de déremboursement de médicaments ni d'augmentation des franchises, mais une volonté, en préservant ce modèle social, de lui donner un équilibre financier qui lui permette d'être durable. Et ça, c'est très important. Ensuite, il y a eu la présentation par André Valigny et Bernard Cazeneuve du projet de loi, André Valigny et Maryse Lebranchu, du projet de loi relatif aux délimitations des régions, c'est-à-dire la réforme territoriale, avec des objectifs lisibles qui se chiffrent à 3 objectifs principaux: simplifier et clarifier le rôle des collectivités locales, faire des territoires les moteurs du redressement économique
de la France, renforcer les solidarités territoriales et humaines, et je pense en particulier dans ces solidarités à la question du monde rural. Donc on a à la fois les questions liées au bloc de compétences, à la carte des régions et à l'évolution des départements, avec en particulier, vous le savez, des transferts de compétences, collèges et politiques de mobilité, c'est-à-dire tous les transports vers les régions. Et ça, c'est important. Le débat va s'ouvrir au Sénat et c'est à l'issue de ce débat que nous aurons au Sénat la définition et la délimitation des régions. Et puis, à l'automne, débutera le débat sur l'ensemble des questions liées aux compétences des collectivités territoriales. Sur ce débat sur les régions et sur la carte, ça a été rappelé, il y a des possibilités peut-être, selon les débats, de voir la carte se modifier, mais les règles sont assez simples et sont assez claires. Il ne peut pas y avoir d'accroissement du nombre de régions, donc ça se fait à nombre de régions équivalent, et il ne peut pas y avoir de démantèlement de régions. C'est ce qui a été rappelé ce matin dans la présentation par Marie-Lise Lebranchu, André Valigny et surtout et aussi Bernard Cazeneuve. On a là des objectifs pour les départements qui devront recentrer jusqu'en 2020 leurs actions sur les compétences essentielles des départements, le social, le soutien aux communes rurales et le financement des services d'incendie et de secours. Enfin, le scrutin régional sera organisé en décembre 2015, en même temps que les élections des conseillers départementaux. Et dans le même mouvement de réforme territoriale est discuté en ce moment, dans le cadre de la partie D du Conseil des ministres, le débat sur l'organisation de l'État qui va, elle aussi, accompagner cette réforme territoriale. On a eu aussi, bien sûr, un point sur la question internationale, juste pour vous dire aussi qu'a été présenté le décret fixant les attributions déléguées au secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État, de la simplification, Thierry Mandon. Alors il sera donc en charge à la fois de préparer et de mettre en œuvre le programme de transformation de l'État. Il sera associé à la réforme de l'administration territoriale de l'État. Il promeut le développement de l'administration numérique, coordonne l'action en matière de transparence des données publiques. Et puis, pour la simplification, coordonne conception, mise en œuvre et évaluation des mesures visant à simplifier les normes et les procédures et à alléger les charges réglementaires pesant en particulier sur les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens. Et il promeut enfin la simplification des normes européennes. C'était pour le décret concernant le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État, de la simplification. Et puis on a eu un point, comme à chaque Conseil des ministres, sur la situation internationale par Laurent Fabius, sur deux sujets qu'il a mis en exergue, à la fois la situation en Ukraine, où les contacts continuent à être pris pour aller sur la ligne qui a toujours été celle de la France, celle de la désescalade. On le sait, sur la partie est ukrainienne, il y a des difficultés aujourd'hui. Il y a eu, je crois, 2 journalistes russes qui ont perdu la vie dans la semaine. Il y a un futur Conseil européen sur le sujet. Les contacts ont été pris par le président de la République, en particulier avec Madame Merkel. Le tout, toujours, comme objectif, faire baisser la tension dans la partie est de l'Ukraine et œuvrer pour qu'une solution politique garantissant l'unité de l'Ukraine puisse être trouvée. Il a aussi été évoqué la question de l'accord sur le gaz et la France, comme l'Europe, sont là pour, je le rappelle, agir dans le sens de cette désescalade sur la situation ukrainienne. Puis le deuxième point, bien sûr, vous vous en doutez, c'est la situation en Irak, où a été fait un lien d'ailleurs avec la situation en Syrie, situation préoccupante, qui rappelle d'ailleurs que en 2003, la France avait souhaité agir vite et fort en Syrie, que le fait qu'il n'y ait pas pu y avoir d'action continue à faire que la situation se dégrade, que ce groupe
djihadiste qui est à la fois en Irak et aujourd'hui et aussi en Syrie est en train de déstabiliser la situation irakienne et que là aussi les expressions du ministre des Affaires étrangères, tous les contacts qui ont été pris avec l'ensemble des partis qui sont aujourd'hui en cause en Irak et puis des voisins visent bien sûr à retrouver une stabilité en Irak, mais le constat a été fait ce matin par le ministre des Affaires étrangères, constat qui consiste à dire que la situation s'est extrêmement dégradée et de manière très rapide, avec cette offensive éclair du mouvement djihadiste. Voilà ce que je voulais vous dire, en y ajoutant bien sûr la communication qui a été faite par Ségolène Royal sur la loi sur la transition énergétique, qui pour la première fois fixe un horizon pour notre pays dans le domaine de l'énergie, des économies d'énergie, du développement des énergies renouvelables, de la place du nucléaire à horizon 2025. C'est un plan conforme aux engagements qui avaient été pris par le président de la République et qui est décliné ou qui sera décliné tout à l'heure en 7 grandes priorités ou grands objectifs pour les horizons 2025-2030, réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, atteindre 32% d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique en 2030 et diviser par 2 les rejets carbonés d'ici 2050. Deuxième élément, mobiliser les moyens permettant d'accélérer et d'amplifier les travaux de rénovation des logements et des bâtiments pour économiser l'énergie. Et ça a un double objectif. Économiser de l'énergie, c'est moins polluer et moins importer d'énergie fossile. Et puis deuxième objectif, c'est un élément de pouvoir d'achat aussi pour les ménages, puisque moins on consomme d'énergie, moins ça coûte cher et plus ça dégage de pouvoir d'achat. C'est ce double objectif qui est fixé dans cette mobilisation sur les travaux de rénovation. Troisième grand objectif, favoriser le développement des énergies renouvelables pour diversifier la production de la France. Arnaud Montebourg, comme moi-même, sommes intervenus au Conseil des ministres. Arnaud Montebourg pour préciser que ce plan de la transition énergétique s'inscrit parfaitement dans les objectifs du ministère du redressement productif qui avait été posé dans les grands plans industriels, puisque plus de la moitié de ces plans industriels visent justement à mettre à disposition les éléments techniques pour avancer plus vite encore dans cette transition énergétique. Et j'ai rappelé ce matin au Conseil des ministres que le ministère de l'Agriculture, hier, a présenté son plan global pour l'agroécologie, dans lequel il y a aussi toutes les dimensions liées à la diminution des énergies, de la consommation d'énergie fossile en agriculture, et en même temps le développement des énergies renouvelables à base de biomasse, et je pense, vous le savez en particulier, au développement de la méthanisation, objectifs qui sont repris dans ce plan de transition énergétique par Ségolène Royal. Quatrième objectif, encourager le développement de l'économie circulaire, réduction des déchets à la source et lutte contre le gaspillage pour favoriser le recyclage, l'innovation sur la conception des produits et des matériaux, là aussi sur la question du gaspillage dans le domaine alimentaire. Vous le savez, Guillaume Garot avait engagé un travail qui est poursuivi et qui va se mettre en œuvre dans les semaines qui viennent. Cinquième objectif, simplifier et clarifier les procédures. Ségolène Royal a rappelé, je le crois, qu'en Allemagne, un parc éolien aujourd'hui, c'est à peu près 2 ans et demi de procédure, alors qu'en France, on est aujourd'hui autour de 8 ans de procédure. Donc simplification et regroupement de l'ensemble des procédures pour aller plus vite et mettre en œuvre les objectifs du développement des énergies renouvelables. Sixième objectif, c'est la question liée à la place du nucléaire, a été et sera réaffirmée dans la présentation de ce projet par Ségolène Royal, l'objectif de 50% d'électricité nucléaire dans le mix énergétique à l'horizon de 2025. Et puis enfin, septième objectif, il est important, je l'ai rappelé, c'est de mobiliser la recherche et la formation dans tous ces domaines qui, croissance verte, comme on le dit, sont créateurs
d'emplois, créateurs d'activités, et doivent permettre aussi à la France de se positionner dans ces futures économies vertes, dans les domaines industriels, dans les domaines des énergies renouvelables. Je pense en particulier, et ça a été souligné, à tout ce qui est qui tourne autour des énergies marines, hein, des hydroliennes, et tous les systèmes aussi d'utilisation des différences de température, et avec un focus spécifique qui a été fait par Ségolène Royal ce matin sur le potentiel très important dont disposent aujourd'hui les Outre-mer dans ce domaine. Voilà l'ensemble du Conseil des ministres, avec un débat qui s'est poursuivi, je le disais, sur la réforme de l'État, mais on avait ce matin 3 grands enjeux importants pour l'avenir de notre pays, que ce soit sur la question de la sécurité sociale et de la loi de finances rectificative, que ce soit sur la réforme territoriale et que ce soit surtout avec la présentation de la transition énergétique. Nous avons là des engagements forts pris par le président de la République et qui projettent notre pays sur les 10-15 ans qui viennent. C'était donc à ce titre un Conseil des ministres important pour le quinquennat et important pour notre pays. Je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Bonjour Monsieur Le Foll, Yalgoz RTL. Le deuxième semaine de grève à la SNCF, on était à 14% de grévistes hier, je crois qu'on est à 11,8 aujourd'hui, donc c'est toujours pas zéro. Comment vous interprétez cette grève qui continue? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'arrêter, pour l'empêcher, pour que les usagers puissent reprendre les transports? D'abord, le premier constat que je le fais avec vous, c'est que le taux de grévistes ne cesse de baisser au fur et à mesure que les jours passent. Et donc le trafic reprend, certes difficilement, mais reprend. Et ça, c'est d'abord un premier élément positif pour tous ceux qui utilisent les transports aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est de rappeler de manière très claire que ce projet de loi sur le ferroviaire vise à réorganiser le fer français autour d'un regroupement entre la question des infrastructures et la question de la mobilité. Mais je rappelle toujours, mais Monsieur Hugo, de toute façon, on n'est pas là pour répondre uniquement à une question, alors que vous savez très bien qu'aujourd'hui, et vous l'avez vous-même souligné, le taux de grévistes ne cesse de baisser. Et nous réaffirmons d'abord que l'enjeu pour nous, c'est l'avenir de la SNCF et de l'ensemble du dispositif ferroviaire français. Rien n'a été dans ce projet de loi qui porte atteinte au statut, souvent discuté, et qu'on ne peut pas lier à ce projet de loi d'autres revendications qui ont été quelquefois évoquées. Donc nous sommes clairs sur l'objectif, fermes sur le fait que nous avons engagé ce débat, parce qu'il s'agit de l'avenir du ferroviaire français. Alors après, l'appel a été fait, et je le refais ce matin, à la responsabilité. Le dialogue a été ouvert depuis plusieurs mois par le secrétaire d'État au transport. Les discussions ont eu lieu. Le projet est conforme d'ailleurs aux souhaits qui avaient été exprimés il y a quelques années lorsque d'ailleurs les cheminots avaient fait aussi grève contre la séparation entre la SNCF et RFF. Donc on appelle chacun à la responsabilité. On dialogue, on est à l'écoute et en même temps, ce projet de loi pour nous, il est extrêmement important. Et donc, voilà, nous avons engagé ce débat hier à l'Assemblée nationale et nous poursuivrons ce débat pour aboutir à cette réforme qui est extrêmement importante, je le disais, pour l'avenir de la SNCF en particulier. Parce que la perspective, alors on peut la contester, mais ça a été adopté il y a déjà plusieurs années, de l'ouverture du fer en 2019 à l'échelle européenne, nécessite qu'on ait un pôle structuré et puissant en France, d'ailleurs un peu équivalent à ce qu'a fait la Deutsche Bahn en Allemagne il y a déjà quelques années. Bonjour, Adrien Gindre, BFM TV. Il y a une semaine, au cours de ce même point presse, on évoquait déjà la grève à la SNCF, on évoquait également déjà le mouvement des intermittents. Ce sont deux mouvements qui se poursuivent une semaine après. Le gouvernement est-il en mesure
d'arrêter ces mouvements sociaux? A-t-il une prise sur eux? On a vu d'ailleurs que ce matin, des représentants des deux mouvements s'étaient réunis devant la Fédération socialiste du Nord. Est-ce que vous ne craignez pas par ailleurs une collusion, une association de cette grogne et une amplification? Mais j'explique que dans les deux cas, il y a un enjeu pour la SNCF et RFF, et pour le faire, le transport ferroviaire en France, majeur. Donc on ne changera pas d'objectif. Et vous l'avez noté, le taux des grévistes baisse, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent le transport. Donc notre objectif, il est là. On est toujours ouvert, on dialogue, mais nous sommes fermes sur la mise en route du débat à l'Assemblée nationale et surtout sur l'objectif de cette réforme. Sur les intermittents, Jean-Patrick Gilles, je le crois, a annoncé qu'il rendrait son rapport, je crois c'est demain. Je rappelle que dans ce débat sur les intermittents, le point de départ, c'était, de la part en particulier du MEDEF, la volonté d'en terminer avec le système de l'intermittence en France, considérant que ce n'était pas à l'UNIDIC de financer ce système. Qu'un accord a été trouvé entre les partenaires sociaux, signé par la CFDT et FO, qui permet de pérenniser ce système et qui touche un certain nombre, certes, d'artistes et de techniciens, mais si j'en ai la parfaite connaissance, d'après le rapport de l'UNIDIC, pour ce qui est des artistes, plus de 70% des artistes ne sont pas concernés par ce nouvel accord et les nouvelles mesures, et plus de 50% des techniciens non plus. Et en même temps, on a bien compris qu'il y avait une inquiétude dans le secteur de la culture de manière générale, et c'est pourquoi le Premier ministre a confié à Jean-Patrick Gilles une mission. Il rendra son rapport, je crois, demain, et à partir de là, nous aurons apporté à la fois la sécurisation du système de l'intermittence et des réponses plus spécifiques aux craintes qui s'expriment aujourd'hui au niveau des métiers de la culture. À partir, là encore, de ce constat, préservation du système, correction apportée par rapport aux décisions qui ont pu être prises pour rassurer et permettre aux intermittents de poursuivre leurs activités, chacun pourra constater que le gouvernement a entendu, a dialogué et a fait des propositions. L'objectif, à chaque fois, et dans les deux cas, il est le même. Pour le transport ferroviaire, préserver ce qui est l'existant de la France aujourd'hui au travers de la SNCF en particulier et de RFF. Et puis pour les intermittents, préserver un système spécifique qui permet à la culture de continuer l'activité qui est la sienne, en particulier pour un grand pays comme le nôtre. Voilà les objectifs, ils sont clairs. Bonjour, Margot Chouraki, c'est dans l'air sur France 5. Pour revenir sur le collectif budgétaire, comment on fait plus avec moins? Comment on baisse les déficits tout en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages et tout en aidant les entreprises? On fait cela avec deux contraintes, ou deux dans une contingence assez claire et simple. Un, c'est la dépense publique et la baisse de la dépense publique qui permet de financer deux choix stratégiques. Celui des aides au travers du crédit d'impôt compétitivité emploi et des allégements de cotisations sociales pour près de 40 milliards d'euros et des mesures spécifiques pour les ménages. Je pensais aux baisses de cotisations pour les salariés. Eh bien, l'équilibre qui est trouvé, c'est au travers de cette baisse et des économies que nous faisons, chaque ministère, dans les différentes discussions que nous avons, et ce, depuis que nous sommes arrivés en 2012, qui permettent de faire ces choix stratégiques pour l'économie française, les entreprises et l'emploi. Parce que stratégiquement, c'est redresser la situation des entreprises pour qu'elles puissent investir et créer de l'emploi. C'est ça l'axe stratégique. Et en même temps, on finance des baisses de cotisations, je pense en particulier pour les salariés, dès 2015, pour redonner du pouvoir d'achat. On a justement un peu de mal à comprendre d'où viennent les économies, notamment le 1,6 milliard d'économies sur le fonctionnement de l'État. Ah bon ? Je crois que vous ne regardez pas bien un certain nombre de journaux qui sont publiés de manière régulière, je pense en particulier aux journaux économiques, qui montrent les économies qui sont faites par chaque ministère.
Je ne voudrais pas rappeler ni ce que peut faire le ministère de l'Agriculture, ni ce que peuvent faire d'autres ministères, mais je vous invite tout simplement, et ce n'est pas moi qui vais vous le dire, à reprendre les journaux les plus spécialisés dans ces domaines-là, et vous verrez que chaque ministère fait, depuis que nous sommes arrivés, des économies sur son fonctionnement, sur ses politiques d'action pour diminuer la dépense publique. C'est pour ça d'ailleurs que le déficit budgétaire de la France se réduit de manière régulière. Bonjour, Greg Viscusi de Bloomberg. Est-ce que vous avez parlé de Alstom aujourd'hui? Non. Et est-ce que le gouvernement envisage de prendre des positions dans plusieurs de ces entités qui peuvent être créées par ces variées propositions? Sur le dossier d'Alstom, la situation est la suivante. Depuis le début des discussions, des offres ont été faites de reprise ou d'alliance avec Alstom par General Electric, et puis hier ou avant-hier, la présentation d'un projet porté par Mitsubishi et Siemens. Ce que je constate, et ça je peux le dire de manière très claire, c'est qu'entre la première proposition et ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, par rapport aux objectifs qui étaient ceux qu'avait fixé le gouvernement, à la fois en termes d'emploi, en termes de centres de décision et en termes de technologie stratégique, les offres qui sont sur la table aujourd'hui ont fait progresser les propositions de manière très claire par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés en tant que représentants de l'État français. Donc maintenant, la dernière offre ayant été faite, elle est regardée et analysée, et les réponses seront données dans les jours ou semaines qui viennent. Je ne sais plus quelle est la date exacte du conseil d'administration, mais on a fait progresser et évoluer ces offres et ces propositions avec les 3 axes qui avaient été fixés depuis le départ. Et donc je considère en tout cas qu'avec ce que nous savons aujourd'hui, eh bien, on a amélioré ce qui pourra être, de toute façon, au bout du compte, une solution pour Alstom. On a entendu circuler le nom de Thierry Breton pour la présidence d'EDF. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce nom fait partie des réflexions au sein du gouvernement? Alors, comme à chaque fois, on a entendu, il y a des rumeurs. Aucune de ces rumeurs, ni de ce qui a pu circuler sur des réseaux, n'est aujourd'hui, de ma part, je n'ai pas le commenter, parce que ce n'est pas quelque chose qui émane en quoi que ce soit de sources qui pourraient être considérées comme officielles. Donc je ne ferai pas de commentaires particuliers, ni sur, j'ai cru voir Thierry Breton, d'autres noms pour d'autres entreprises. Tout ça fait partie des rumeurs. Bonjour, David Doucan, Europe 1. On entend dire que Jacques Toubon pourrait être le candidat de François Hollande pour le poste de défenseur des droits. Donc, sur cette question-là, vous en êtes où? Apparemment, les commissions des lois à l'Assemblée comme au Sénat, en tout cas les députés de gauche ne semblent pas favorables à cette proposition. Est-ce que vous gardez espoir? Le débat est maintenant à l'Assemblée, dans les commissions. Et donc, j'entends dire beaucoup de choses. Moi, je vais laisser maintenant les commissions de l'Assemblée nationale prendre en compte et en considération les propositions qui ont été faites, et elles se détermineront. Et ce n'est pas aujourd'hui, en tant que porte-parole, que je pourrais porter un jugement sur la décision qui sera effectivement prise dans le cadre du Parlement et dans le cadre de ces commissions. Mais si elle est si, pour l'instant, je n'ai pas à faire des hypothèses sur des si. Il y a une proposition qui a été faite par le président de la République, elle est en discussion. Vous avez tout à l'heure évoqué l'importance de l'ordre du jour de ce Conseil des ministres pour les années à venir, le quinquennat. Mais justement, considérant l'importance des projets qui étaient présentés aujourd'hui, pourquoi ne pas les avoir répartis dans le calendrier des Conseils des ministres? Pourquoi avoir fait le choix de grouper tout cela aujourd'hui? Parce que vous le savez, il y a dans le calendrier parlementaire des impératifs qui font que si on ne veut pas perdre des semaines et quelquefois des mois, il faut prendre des décisions de discussion et de présentation au Conseil des ministres rapidement. C'est le cas de la réforme territoriale, si on veut qu'elle soit débattue au Sénat au mois de juillet. C'est la loi de rectificative. Je rappelle qu'il y a eu la présentation du projet de loi de finances rectificative la semaine dernière, et que cette semaine, c'était le projet de loi rectificative de la sécurité sociale. Donc
on fait en fonction du calendrier parlementaire pour faire en sorte que les choses avancent. Et pour ce qui est de la transition énergétique, c'est conforme au calendrier qui avait été fixé par le président de la République, je crois, à la dernière conférence environnementale, c'est-à-dire qu'il fallait présenter ce projet sur la transition énergétique au printemps 2014, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Alors ça fait effectivement un Conseil des ministres avec beaucoup de sujets importants, mais c'est lié aussi aux contraintes parlementaires, logiques et normales, mais c'est surtout un message qui s'adresse à l'ensemble de notre pays et à tous les Français, de dire que des décisions importantes sont prises et on avance conformément à ce qu'ont été les engagements qui avaient été pris par le président de la République. Objectif, redresser un grand pays comme le nôtre, lui donner de la force économique, de la capacité à créer de l'emploi et d'assurer cette transition énergétique, parce qu'on le sait, ça fait partie des grands défis du monde aujourd'hui. Et sur cette loi de transition énergétique, pourquoi Fessenheim, l'engagement de fermer avant 2017, ne figure pas dans cette loi ? Alors, la conférence de presse de Ségolène Royal est en lieu dans quelques instants. Sur cette question, par rapport à l'objectif sur le nucléaire, je l'ai rappelé, c'est exactement les propositions du président de la République, sur les 50% à échéance de 2025. Sur la question de Fessenheim, il y a eu des discussions qui ont été engagées, parce que démanteler et fermer une centrale nucléaire, ce n'est pas chose facile, mais je vous invite, pour avoir des réponses plus précises, à participer à la conférence de presse de Ségolène Royal. Le départ des Verts du gouvernement vous dédouane de cet engagement ou... Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est en jeu, en fait? C'est d'assurer, et ça a été très bien dit, et je l'ai dit d'ailleurs hier aussi dans la présentation de l'agroécologie, c'est d'assurer cette transition sans que nous bouleversions où nous brutalisions des choses qui existent. Ce qu'il faut, c'est créer une dynamique, c'est mobiliser l'ensemble des acteurs et la société tout entière. On n'a pas choisi les questions de fiscalité, on n'a pas choisi des questions de normalisation. On choisit au contraire d'ouvrir des perspectives qui impliquent à la fois nos concitoyens, c'est la rénovation des logements, qui permettent des financements, c'est la mobilisation de la Caisse des dépôts de la BPI pour tous les investissements qui seront faits, qui ouvrent les grandes perspectives d'économie d'énergie dans le logement. Et c'est ça, on essaye de faire en sorte qu'on avance sans avoir de blocage sur les objectifs qui sont les nôtres et avec la maîtrise à la fois de notre calendrier et des mises en œuvre des mesures que nous annonçons. Une dernière ? Oui. Alors, oui, juste ce midi, il y a tout le gouvernement au grand complet, secrétaire d'État et ministre de plein exercice, plus un déjeuner à l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas la règle qui était instituée jusqu'à Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas eu jusqu'ici de rassemblement de tout le gouvernement et des secrétaires d'État. Donc ça a été souhaité. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça a permis à tout le monde d'être rassemblé ce matin, d'avoir l'occasion de participer tous ensemble au Conseil des ministres. C'était ça l'objectif. Alors il tombe ce matin parce qu'il y a peut-être un ordre du jour qui était plus important, mais je trouve que ça participe de l'idée de la cohésion et de la cohérence de l'équipe gouvernementale. Mais rien d'autre. Voilà, merci. Vous avez suivi en direct sur Public Sénat le point presse de Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Un Conseil des ministres important, comme vient de le dire Stéphane Le Foll, puisque 3 textes y étaient présentés ce matin. Le budget rectificatif de la sécurité sociale, une communication sur la loi sur la transition énergétique et surtout la réforme territoriale. On va bien sûr revenir sur ces 3 textes avec nos 3 spécialistes. Perrine Tarnot, notre spécialiste du travail parlementaire. Bonjour Perrine. Bonjour Oriane. Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur économique. Bonjour Jean-Louis. Et Michael Zamès, notre chroniqueur politique. Bonjour Michael. Bonjour Oriane. Alors, François Hollande présentait, 3 textes étaient présentés ce matin en Conseil des ministres dans un climat politique compliqué pour François Hollande, Michael. Il y a les grèves. Il y a les grèves de la SNCF, il y a les grèves des intermittents, les manifestations en tout genre, la baisse de la popularité de François Hollande. Bref, tout un facteur, tout un faisceau de lumière autour du président de la République et autour de ce Conseil des ministres. Et le porte-parole du gouvernement l'a rappelé à l'instant. 3 textes très importants parce qu'il faut aller vite. Les différents parlements vont bientôt s'arrêter. Fin de session aux alentours de fin juillet. Il faut accélérer le mouvement pour faire passer ces textes importants.
Et le contexte actuel politique est très loin d'être favorable pour l'instant au gouvernement. Contexte politique pas favorable, contexte parlementaire compliqué aussi, Perrine, puisqu'il y a une fronde des parlementaires. Oui, alors il y a deux choses, effectivement. Il y a d'un point de vue politique, il y a la fronde des parlementaires, surtout des députés socialistes. Et François Hollande, cette semaine, est rentré dans le jeu, puisqu'il essaye de recevoir un par un les députés frondeurs socialistes de l'Assemblée nationale. Donc ça, il y a un contexte politique évidemment compliqué à l'Assemblée nationale, puis avec certains éléments ici aussi au Sénat, et puis aussi un calendrier parlementaire qui est compliqué, parce qu'il y a les élections sénatoriales en septembre. Du coup, il va y avoir une session extraordinaire cet été. Le décret a été publié hier soir. Session extraordinaire qui va s'arrêter vers le 24-25 juillet. Et puis après, le Sénat ne siégera plus jusqu'au 13 octobre, parce qu'il y aura les élections sénatoriales le 28 septembre, l'élection du président du Sénat, l'élection des commissions, des présidents de commission. Donc rien ne se passera au Sénat avant le 13 octobre. Du coup, ça repousse beaucoup de textes à l'automne, et il faut aller très vite. Il faut boucler pas mal de choses cet été. Et puis Jean-Louis, c'est aussi un contexte économique compliqué. Ces réformes, ce sont des réformes d'envergure. Est-ce que l'État, en ce moment, a les moyens de faire ce genre de réformes? Si vous faites l'addition des 3 ordres du jour qui ont été débattus ce matin, on arrive à des sommes extraordinaires. Parce que réforme territoriale, c'est une affaire à 250 milliards par an. La transition énergétique, c'est une affaire à 2500 milliards d'euros, c'est sur plusieurs années cette fois-là. Et puis la sécurité sociale, c'est un budget de 360-380 milliards d'euros. Tout ça en une heure, on a vu un niveau de compétitivité du Conseil des ministres absolument extraordinaire. Mais c'est lié à des raisons qui ont été expliquées tout à l'heure. On a donc là une masse d'argent qui est considérable, et c'est vrai aussi, ce sont des problèmes absolument déterminants. La question de la réforme des collectivités territoriales s'intéresse tout le monde, la transition énergétique, ça intéresse tout le monde, et la sécurité sociale, ça également intéresse tout le monde, et notamment la question du déficit de la sécurité sociale est une affaire très importante, puisque vous savez que le déficit de la sécurité sociale intervient sur ces fameux 3% ou 4% de déficit par rapport au PIB. Donc il fallait vraiment qu'il y ait un contexte politique accéléré pour poser l'ensemble de ces questions d'un coup sur un seul conseil. Mais c'est des réformes sur le long terme, parce que ce soit la transition énergétique ou la réforme territoriale, les économies sont vraiment sur le long terme. Il n'y a pas beaucoup de visibilité, notamment en ce qui concerne la réforme territoriale. Le gouvernement, et notamment André Vallini, au sein du gouvernement, met souvent en valeur 10 à 12 milliards d'économies en ce qui concerne la réforme territoriale. 12 à 25 milliards. André Vallini parlait de 12 à 25 milliards. Oui, mais il est le seul à en parler, parce qu'il y a peu d'économistes, si je me trompe, Jean-Louis, qui arrivent à une telle somme d'économies. Alors on arrive à des fourchettes, justement l'évolution des chiffres donnés par le ministre montre qu'on est quand même dans un flou assez général, puisqu'effectivement il avait été question d'aller jusqu'à 25 milliards, maintenant on est sur 10 milliards. En réalité, on ne sait pas. Ce qu'on espère, on évalue, ce sont des évaluations grossières, et surtout, ce sont là aussi, évidemment, c'est sur plusieurs années, mais le ministre ici, le porte-parole, a évoqué simplement la répartition des compétences. Bon. Et c'est là-dessus que vont se jouer les économies majeures. C'est l'affaire absolument déterminante. Et notamment le fait du report des compétences actuellement du département, collège, voirie notamment, vers les régions. Rien que ça, c'est 80 milliards. Donc ça veut dire qu'on va gonfler le budget des régions de 80 milliards d'euros en espérant, puisque ça sera centralisé, que ça sera mieux géré que si c'est fracturé entre d'un côté la région et le département. Mais personne ne peut vous dire scientifiquement le nombre d'économies que vous allez dégager avec ça. On va revenir sur ce que vous êtes déjà bien rentré dans le détail, Jean-Louis. On va tout reprendre depuis le début pour que ce soit bien clair pour nos téléspectateurs. Avant de revenir sur ces économies de la réforme territoriale. Michael, cette réforme territoriale, pour que les choses soient bien claires, ce sont en réalité 2 textes qui ont été présentés ce matin au Conseil des ministres. Exactement. Le premier texte, c'est le report des élections régionales et la carte des 14 régions, même si ça pourrait être ouvert pendant le débat à l'Assemblée et au Sénat. Le Sénat, d'abord, qui va commencer début juillet. Et puis le deuxième texte, c'est sur les compétences de ces régions, l'intercommunalité, ce dont a expliqué Jean-Louis Gourbaud. Le premier texte arrivera donc le 1er, le 2 et le 3 juillet au Sénat. Il sera examiné un petit peu plus tard à l'Assemblée nationale. Quant au deuxième texte, il arrivera beaucoup plus tard, pas avant le mois d'octobre. Et le ministre a annoncé tout à l'heure le report des élections régionales et également départementales pour le mois de décembre.
au mieux. Parce que, comme vous le disiez, Perrine, il y a un an de délai avant que cette loi rentre en fonction. C'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Exactement. Donc, à partir de là, on peut estimer qu'en décembre, au mieux pour les élections régionales et départementales. Perrine, le texte arrive au Sénat le 1er juillet, Mickaël l'a dit, c'est un examen qui va être compliqué pour le gouvernement, l'examen de ce texte au Sénat. Alors hier, il y avait les trois ministres concernés par la réforme, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et puis Marie-Lise Lebranchu et André Valigny pour la réforme territoriale, l'aménagement du territoire, qui étaient devant le groupe socialiste du Sénat. La réunion a duré beaucoup plus longtemps que prévu, puisqu'elle a duré jusqu'à 14 heures, elle a duré plus de 3 heures. Les sénateurs avaient beaucoup de questions, beaucoup d'interpellations sur cette réforme territoriale. Il y a des points de gêne. Il y a notamment 2 régions qui posent problème et que contestent certains sénateurs. C'est la fameuse fusion entre le centre, Poitou-Charentes et Limousin. Donc certaines régions pourraient glisser vers le Limousin, par exemple, vers l'Aquitaine. Il y a des départements. Il y a la question aussi de certains départements. Est-ce qu'ils peuvent se décrocher d'une région pour s'allier avec une autre région? Le gouvernement a été assez clair sur ce point, a dit non, s'il y a des glissements qui peuvent se produire, c'est d'une région à une autre, mais pas seulement un département qui pourrait rejoindre une autre région. Stéphane Le Foll l'a rappelé tout à l'heure. On va revenir sur ce projet de loi territorial, mais avant cela, regardez cette image, les ministres et les secrétaires d'État qui étaient tous réunis sur le perron de l'Élysée pour faire la nouvelle photo de famille de ce nouveau gouvernement, puisque vous le savez, Valérie Fournéron a quitté le gouvernement. Elle est remplacée par Carole Delga et Thierry Mandon également. C'est donc un nouveau gouvernement pour Manuel Valls. Donc la photo de famille qui avait lieu. C'est la première fois qu'ils se retrouvaient tous ensemble. Exactement. Il y a un repas qui va s'organiser d'ailleurs autour de François Hollande. C'est la première fois que le secrétaire d'État a été invité au Conseil des ministres. D'habitude, c'est Manuel Valls qui les reçoit un jeudi sur 2 à Matignon pour faire le point sur tous les dossiers, etc. Et là, François Hollande voulait voir tout le monde et marquer l'empreinte aujourd'hui de ce Conseil des ministres qui devait être très important avec ces 3 textes pour montrer que le gouvernement est au travail, que tout le monde est réuni autour de la table, qu'il faut foncer, comme a dit il n'y a pas longtemps Manuel Valls dans le quotidien Le Monde. Alors justement, on va revenir sur cette réforme territoriale. Mickaël, est-ce que politiquement, faire cette réforme territoriale, prendre le risque de froisser les élus locaux, les barons socialistes, c'est pas risqué à 2 mois des sénatoriales? Ils sont obligés de prendre un risque. Ils sont obligés d'avancer, ils sont obligés de prendre des risques sur cette réforme que François Hollande voulait déjà depuis 2012, il faut le rappeler. François Hollande, en 2012, lors des États généraux des territoires, avait mis sur la table, ce sera à vous de vous débrouiller avec cette réforme, une forme de décentralisation où il faisait confiance aux élus pour essayer d'avancer. Et puis il est revenu en arrière. On a accéléré un petit peu, bref, c'était assez brouillon, et aujourd'hui on arrive avec cette réforme qui est, comment dirait-on, presque faite un peu à la hâte. Il fallait avancer très vite, mais tout ça s'est fait un peu dans la précipitation, ce qui donne un petit peu ce côté, pourquoi tout de suite maintenant si vite, alors que cette réforme est sur la table depuis 2012 et ces états généraux des territoires. Ça donne ce côté un petit peu brouillé, et c'est peut-être dommage, parce que cette réforme devait être cette grande réforme du quinquennat. Et on se retrouve aujourd'hui avec quelque chose d'un petit peu brouillé. Bon, ceci dit, des rapports sur la réforme territoriale au Sénat, il y en a eu beaucoup. Il y en a même, on peut dire qu'il y en a un peu plein les placards ici au Sénat. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y aura de majorité au Sénat sur la réforme territoriale début juillet. Le texte a de grandes chances d'être rejeté par le Sénat, et donc il sera sans doute voté uniquement par l'Assemblée nationale, ce qui est un petit peu gênant, parce qu'on peut rappeler peut-être que le Sénat représente les collectivités territoriales. C'est inscrit dans la Constitution de la Ve République. Et puis vous l'avez dit, Oriane, effectivement, il y a des élections sénatoriales à la fin du mois de septembre. On sait que les élections municipales, qui ont été quand même très défavorables à la gauche, qui ont été perdues par le gouvernement en place, les élections municipales, c'est ce qui détermine le résultat des élections sénatoriales, parce que qui vote pour les sénatoriales, ce sont les grands électeurs issus des conseils municipaux. Donc déjà, la droite a pris une option pour retrouver la majorité ici à la Haute Assemblée, et puis avec cette réforme territoriale qui va gêner peut-être sur le terrain beaucoup d'élus locaux qui y seraient défavorables, eh bien peut-être que la gauche se tire une balle de plus dans le pied. On a beaucoup dit en 2011, Perrine, que c'est le conseiller territorial qui avait coûté le basculement du Sénat à gauche à Nicolas Sarkozy. C'est donc un sujet très sensible. Aussi pour François Hollande. Voilà.
peut-être qu'au contraire, beaucoup d'élus locaux vont trouver que cette réforme a le mérite de la clarté et va vers une clarification des compétences avec les autres réformes qui vont suivre à l'automne et dont a parlé Michael tout à l'heure, sur l'intercommunalité, sur des transferts de compétences. On verra. Jean-Louis, on l'a vu, cette réforme territoriale est concentrée sur les régions. Le but de cette réforme territoriale était de faire des économies et pourtant les régions, c'est l'échelon qui va rapporter le moins d'économies. Est-ce que c'était le bon échelon à toucher? Alors le problème, c'est que évidemment, dans les budgets des différentes collectivités territoriales, les régions ont le budget le plus faible, puisque c'est autour de 27 milliards d'euros. Sur les 250 milliards d'euros que représentent les budgets des collectivités territoriales, c'est évidemment le nain. En fin de compte, la plus grande collectivité territoriale, c'est le nain des collectivités territoriales en matière budgétaire. L'idée dans cette affaire, en réalité, c'est une recentralisation dans la décentralisation. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, vous aviez une décentralisation qui allait jusqu'au département. Le but de cette affaire, c'est quand même de vider en grande partie les prérogatives des départements pour les reporter sur les régions. Donc c'est pour ça que je parle de recentralisation dans la décentralisation, en donnant aux régions un pouvoir beaucoup plus important qu'elles n'ont eu jusqu'à présent, puisqu'on va leur affecter d'autres responsabilités, ce qui nécessitera évidemment une modification du code des collectivités territoriales et modifier notamment la clause générale de compétences qui fait que dans chaque compartiment de la décentralisation, chaque collectivité s'occupe de ce qui se passe dans sa collectivité et ce qui explique en grande partie les fameux doubles emplois que l'on note et qui sont source de gaspillage. Donc on assiste à une recentralisation dans la décentralisation en espérant qu'en recentralisant les budgets au niveau régional, on va faire les choses de manière beaucoup plus économique et beaucoup plus efficace. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le pouvoir politique qui lance cette initiative a du mal à définir le but. Si vous voulez, dire aux gens, on va donner plus de pouvoir aux régions, ils s'en fichent un peu. Je veux dire, c'est pas tellement le point. On est dans une optique très gestionnaire. C'est pas quelque chose qui va intéresser vraiment les populations, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas un objet. Je veux dire, quand on a créé les régions en France, dans les années 50, c'était pas les régions telles qu'on les connaît, c'était la superficie, la délimitation, que l'on connaît encore aujourd'hui depuis 1955 exactement. Mais le but était uniquement le développement économique. C'est-à-dire, l'idée, et même on a voulu spécialiser chaque région dans un développement économique particulier. Par exemple, la Bretagne, on disait, bon, c'est les télécoms et l'agroalimentaire. Les régions du Sud, on a dit culture maraîchère et tourisme, etc. Donc on a fait ça. Et on a fait même des délocalisations à l'intérieur des régions. Là, on ne voit pas quelle est la logique économique? On ne voit que la logique gestionnaire. Et pourtant, le gouvernement dit encore que le but est de faire de ces régions des machines à créer la croissance, à créer du PIB. On est dans la même logique. Oui, mais on ne voit pas le moteur de cette histoire. Alors cela dit, les économies, c'est quelque chose de considérable. Évidemment, quand vous avez 250 milliards de budget, vous avez intérêt à faire des économies. Mais vous ne motivez pas des populations, vous bousculez un peu leurs habitudes et vous les motivez pas en disant on va faire des économies. Ça, ce n'est pas exact. Il faudrait donc derrière un projet structurant en matière économique de développement local et qu'on ne voit pas se dessiner à l'heure actuelle. Il faudrait peut-être aussi des ressources financières supplémentaires possibles. Et là aussi, pour l'instant, voilà, et on veut les diminuer. Donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'on ne peut pas doter les régions de forts pouvoirs économiques et d'un potentiel de développement économique important sans peut-être bénéficier de ressources financières supplémentaires. Et les ressources financières des régions sont quand même assez limitées. Ça, c'est d'un point de vue économique. Et puis après, d'un point de vue, je dirais, politique, plus général, quelle organisation territoriale et quelle organisation politique pour la France? Est-ce qu'on reste sur un État effectivement très centralisé ou est-ce qu'on veut donner tellement de pouvoir aux régions qu'on va plus vers une fédération pour l'organisation de la France? Et ça, c'est une question assez essentielle aussi. Perrine parlait des ressources des régions, c'est un vrai problème. Et dans ce projet de loi, l'impasse est faite sur la question clé de ces ressources pour les régions. Elle est renvoyée à 2015 ou 2016. Comment peut-on financer? Alors, justement, l'impasse elle est faite au niveau chiffrage. Mais le ministre a bien dit aujourd'hui, une partie des responsabilités des départements vont glisser aux régions. Et ça veut dire, je le disais tout à l'heure, un transfert d'emplois
des gens qui travaillent pour le département qui vont venir travailler pour la région. Ça devrait, d'après l'Association des régions de France, concerner 80 000 personnes, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis un transfert financier, parce qu'il faut bien s'occuper des collèges, des voiries, etc., que doivent s'occuper les régions. Reste à savoir s'ils le feront de manière plus économique que ne le font le département. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Ce qui nécessitera, et c'est pour ça que je suis très curieux sur l'idée de rapidité, parce qu'en fin de compte, vous ne pouvez faire ça que si vous réformez aussi la fiscalité locale. Et évidemment, il faut faire des transferts de fiscalité locale. Et vous ne pouvez faire ça que si vous restructurez les dotations aux collectivités locales, puisque les régions reçoivent une partie des dotations. Mais il va falloir... Donc tout ça va être un champ de bagarre extraordinaire au niveau départemental et régional pour avoir une partie de la fiscalité locale qui va aller aux régions, une partie des dotations de dotations locales qui vont au département et qui vont être transférées aux régions. Ça vous promet une belle bagarre. Oui, il y a encore un flou avec André Valigny, le ministre secrétaire d'État en charge de la réforme territoriale, qui dit dans le journal Le Parisien aujourd'hui, à la question « Faut-il supprimer le nombre de fonctionnaires territoriaux ?», il laisse la porte ouverte et il dit pourquoi ne pas, en tout cas, remplacer un fonctionnaire sur 2 ou sur 3 qui partirait à la retraite. Du coup, là aussi, ça met le flou et du coup, on se retrouve avec cette vraie question aujourd'hui, que faire de ces fonctionnaires qui sont sur les territoires ? Et là, on va avoir aussi une énorme gronde, une fronde qui va monter depuis les territoires, qui ne fera évidemment que amplifier ce qui se passe au niveau national. C'est une vraie question que soulève Mickaël Jean-Louis, la question des économies. Est-ce qu'on peut faire des économies sans diminuer le nombre de fonctionnaires ? L'agence de notation Moody's, la semaine dernière, a dit, je cite, qu'elle ne croit pas que la réforme territoriale génère des économies dans les prochaines années. Seule une réduction drastique des dépenses de personnel peut permettre de faire ces économies. Alors, d'abord, il y aura quand même des économies de gestion. Enfin, en tout cas, il faut espérer, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, on centralise pour faire des économies de gestion, lutter contre les 12 emplois. Mais personnellement, même aucun économiste ne peut les chiffrer. Les vraies économies, elles sont où ? Elles sont dans la baisse du personnel. Alors, Mickaël nous disait 1 sur 2, on trouve donc c'est du Sarkozy à l'échelle locale, et non plus à l'échelle... 1 sur 3, il laisse la porte ouverte à 1 sur 3. Alors, 1 sur 3, c'est la Cour des comptes, dans le rapport qu'elle a publié hier. Donc, on peut faire des économies dans ce domaine-là. Et effectivement, si on supprime les doubles emplois, on supprime des emplois. Il y a 11 milliards à trouver aussi sur les territoires. Alors, il y a 11 milliards comment ? 11 milliards d'euros à trouver pour... dans les 50 milliards. Ah oui, oui. Emmanuel Valls s'est engagé à une réduction des dotations de l'État de 11 milliards. Et la deuxième source d'économie, c'est les prestations. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'investissement et la distribution au niveau des départements, puisque le ministre a confirmé que la responsabilité du département, ça serait les affaires sociales, notamment RSA, allocations handicapées, etc. Et évidemment, là, il y a une source d'économie, mais alors là, on touche à quelque chose d'extrêmement important. Moi, je suis assez dubitatif sur la source d'économie au niveau de la réorganisation des régions, parce que si vous prenez le cas du Limousin, du Centre et du Poitou-Charentes, on imagine mal aucune de ces 3 régions laisser tomber son organisation primaire pour une organisation très centrale de la réunion de ces 3 régions, premièrement. Et puis après, je pense qu'on aura sans doute plus de détails dans le second projet de loi qui arrivera à l'automne et qui, lui, va vraiment traiter des transferts de compétences, notamment au niveau des intercommunalités, parce que c'est là finalement où il y a sans doute le plus d'économies à faire, c'est là où il y a le plus d'argent d'une part, et c'est d'autre part là où il y a le plus de doublons entre des intercommunalités qui peuvent se superposer dans les départements. Et il faut rappeler donc que le gouvernement souhaite dans ce projet de loi remonter le seuil des intercommunalités à 30 000 habitants, ce qui est un seuil assez élevé, notamment dans les départements ruraux, et ce qui va permettre de limiter considérablement le nombre de doublons à l'échelle vraiment là très locale, ce qui serait sans doute une des sources d'économie les plus importantes. Alors on va revenir sur cette carte des 14 régions présentées par François Hollande, une carte qui sera donc présentée au Sénat la semaine prochaine, une carte qui n'est pas figée, comme l'a rappelé André Valigny dans Le Parisien ce matin. Les élus continuent à faire campagne pour modifier cette carte, et c'était notamment le cas ce matin au Sénat, où les parlementaires bretons étaient réunis pour plaider pour une fusion entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Je vous propose d'écouter à ce sujet le sénateur écologiste Ronan Dantec. Nous partons aujourd'hui d'un constat, c'est que finalement les 2 régions où il y a le plus de coopération entre la Bretagne et les Pays de la Loire, avec un pôle métropolitain, avec une université très intégrée, c'est finalement là que ça ne bouge pas.
et que Nantes et Rennes, dont les deux aires urbaines sont aujourd'hui séparées de 30 km, seraient encore demain dans deux régions différentes, avec donc des impossibilités d'avoir une région forte qui assure l'aménagement du territoire, l'égalité entre zones rurales, villes moyennes, grandes villes. Ça n'est pas raisonnable. On pense quand même que notre responsabilité d'élu aujourd'hui, c'est de ne pas se contenter d'un statu quo qui sera préjudiciable pour nos territoires. Voilà, Perrine, Ronan Dantec ne se contentera pas d'un statu quo. Le débat parlementaire aura bien évidemment toute son importance. La carte est loin d'être figée. La carte est loin d'être figée, mais enfin le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, est très opposé à ce que des départements puissent glisser d'une région à une autre. Le fameux droit d'option. Le fameux droit d'option qui en plus est très difficile à exercer pour les départements parce qu'il faut avoir l'autorisation de la région de sortie, de la région d'où on vient, et l'autorisation de la région dans laquelle on va rentrer, plus normalement c'est une disposition qui est prévue, qui existe, qui a déjà été adopté. Plus en plus, il faut le vote en fait des électeurs de la circonscription. Il faut au moins que la moitié des électeurs inscrits confirment le glissement d'un département. Donc déjà, c'est très compliqué. Donc le gouvernement est beaucoup plus favorable en fait à des glissements d'une région vers une autre région. Donc si le Poitou-Charentes ou le Limousin a envie de rejoindre l'Aquitaine, et derrière, vous avez la Bretagne, les Pays de la Loire. La Bretagne et les Pays de la Loire. Il y a la question aussi de la Picardie qui n'a pas tellement envie d'être mariée avec Champagne-Ardenne. Si on fait ça de manière démocratique, d'après ce que je viens d'entendre là, on rentre dans un capharnaüm absolument extraordinaire, où on fait voter les gens, etc. Puis alors, je sais pas, si on découpe au ciseau, je sais pas si vous imaginez, essayez de découper un millefeuille au ciseau, vous avez la crème pâtissière qui va absolument aller partout, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que le gouvernement veut faire seulement glisser des régions, parce que ça limite quand même les possibilités de modification de la carte. Surtout pas les départements. Et surtout pas les départements, parce que s'il y en a un qui commence à exercer son droit d'option, après, c'est la porte ouverte à toutes les sorties possibles. On suivra ce débat parlementaire avec vous, Perrine. Donc le texte qui arrivera au Sénat à partir du 1er juillet, 1er, 2 et 3 juillet. Avant de se quitter, je voudrais qu'on dise un mot d'un autre texte qui était présenté ce matin, une communication de Ségolène Royal sur la loi sur la transition énergétique. Alors finalement, ce n'est pas la présentation du texte, une communication. Le texte sera présenté en août. Est-ce que ça illustre un petit peu, Mickaël, la difficulté de l'exécutif à trancher sur ce sujet? En tout cas, sur ce texte, oui. Jusqu'aux dernières minutes, que ce soit pour le texte sur la réforme sur les territoires, la fameuse carte qui a été faite en quelques minutes dans le bureau de François Hollande, ou ce texte très important sur la transition écologique, parce que c'est aussi le texte phare des relations entre le Parti socialiste, les Verts et les composantes de toute la gauche. C'est un texte très important qui engage les Verts, la majorité, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Et il se pose une vraie question sur le nucléaire. On se rappelle qu'en 2012, François Hollande avait accepté un pacte qui avait été signé par Martine Aubry avec les Verts sur une réduction du nucléaire, de la part énergétique du nucléaire dans ce qu'on appelle le mix énergétique, de 75 à 50%, une baisse de 25%. Et celle-ci sera adaptée à partir de 2025. Simplement, on ne connaît pas aujourd'hui le coût. Combien ça nous coûtera? On ne sait pas quelles sont les centrales nucléaires qui seront touchées. Quelle est la liste de ces centrales? Une centrale nucléaire, ça dure 40 ans. On n'a toujours pas tout cela sur la table. Aujourd'hui, on préfère, si vous voulez, donner tout ce qui part sur l'énergie, sur le bâtiment, sur le transport, mais surtout pas parler des choses qui fâchent, et notamment des centrales nucléaires. Perrine, est-ce qu'il peut y avoir un vrai conflit sur ce texte entre les socialistes et les écologistes? Emmanuel Cos disait que si la loi ne suit pas, il y aura un problème de relation durable entre les deux. Je pense qu'il va y avoir un vrai problème de relation durable. C'est plus le développement, c'est un problème de relation durable, parce que les écologistes, à tous les coups, ne vont pas du tout être convaincus par le projet de loi. Enfin, il y a de grandes chances. Ils auraient pu accepter un poste dans le gouvernement, mais ça leur permet aujourd'hui de dire cette loi n'est pas acceptable, donc partons tout seuls, éventuellement pour 2017. Voilà, ça permet à Cécile Duflot, effectivement, de marquer son territoire. Mais là, s'il y a eu seulement une communication de Ségolène Royal ce matin au Conseil des ministres, c'est qu'elle aussi, elle veut occuper le terrain. Donc on est vraiment dans une affaire. Jean-Louis, très rapidement, c'est une loi qui coûte très cher. Est-ce que l'État aura les moyens de mettre en œuvre cette loi ? Transition énergétique, il y a 1 milliard d'euros. C'est la contribution énergie qui a commencé d'ailleurs au 1er janvier 2014. Vous payez pour le dégagement sur les gaz à effet de serre et l'année prochaine, ce sera 2,5 milliards. Qu'est-ce qu'on appelle une transition énergétique? C'est ça le problème. C'est toujours comme ça le développement. De quoi l'on parle exactement? Et or, on ne le sait pas bien. Donc, rénovation des bâtiments, fin du nucléaire, enfin tout ça est assez confus. Donc la transition énergétique risque vraiment d'être un minima. Pourquoi? Parce que le budget n'est pas là. Bien entendu, les écologistes disent, et ils ont
raison. La transition énergétique créera des emplois. C'est vrai, c'est archi vrai. Oui, mais pour l'instant, dans un long terme, dans un premier temps, ça coûtera de l'argent et l'argent, il n'est pas là. Merci à tous. Merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter ces textes présentés en Conseil des ministres. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite sur Public Sénat, un reportage de Paul Bouffard sur la commission d'enquête sénatoriale sur le contrat Eco-Move. L'écotaxe, justement. Toujours pas résolu le problème de l'écotaxe. On suit ça tout de suite avec le reportage de Paul Bouffard. Très bonne journée à tous sur Public Sénat.